Les parquets de marbre du cabinet d'avocats Sterling & Associates brillaient sous l'éclat des lustres en cristal, réverbérant l'opulence destinée à une clientèle triée sur le volet, celle des citoyens les plus fortunés de la ville. Jessica Starling se tenait immobile devant les lourdes portes de chêne du bureau de conférence A. Elle prit une profonde inspiration qui n'avait rien à voir avec la nervosité, mais tout avec une préparation minutieuse. Sa main berçait doucement le porte-bébé où Emma, âgée d'1 mois, dormait paisiblement. Ses minuscules doigts étaient recroquevillés contre sa couverture rose. C'était l'heure. L'acte final d'un mariage qui était mort bien avant que les formalités n'en reconnaissent la fin. À l'intérieur de la salle de conférence, Brandon Whitmore vérifia sa montre en platine pour la 3e fois, un geste qui trahissait une impatience mal contenue. Le PDG milliardaire de Whitmore Technologies était assis avec l'aisance imperturbable d'un homme habitué à ce que le monde se plie à sa volonté. Son costume anthracite parfaitement taillé coûtait sans doute plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, et il portait la réussite comme une seconde peau, une armure. Mais ce jour-là, cette confiance servait un objectif différent, il voulait que Jessica voie exactement ce qu'elle était en train de perdre. À ses côtés trônait Vanessa Quinn, une apparition en soie cramoisie dont la tenue criait la provocation délibérée. Ses cheveux blonds platine retombaient en vagues parfaites, et son sourire affichait la satisfaction suffisante d'une femme convaincue d'avoir remporté la victoire. Brandon l'avait amené intentionnellement, un mouvement calculé pour démontrer qu'il était passé à autre chose, que Jessica Starling n'était rien de plus qu'un chapitre qu'il avait refermé sans regret. Richard Foster, l'avocat de Jessica, entra le premier. L'expression de cet homme de loi chevronné ne laissait rien transparaître tandis qu'il prenait place, disposant ses documents avec une précision éprouvée. L'équipe juridique de Brandon, 3 requins en costume coûteux, l'ignorait à peine. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Jessica entra. L'expression d'indifférence que Brandon avait si bien répétée se brisa instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se relâcha, et pour la première fois depuis des années, Brandon Whitmore fut complètement aphone. Jessica était éclatante. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon élégant. Elle portait une simple robe bleu marine qui, d'une certaine manière, la rendait plus royale qu'aucune robe de créateur n'aurait pu le faire. Mais ce n'était pas son apparence qui volait l'air de la pièce. C'était le porte-bébé qu'elle déposa délicatement sur la table à côté d'elle, le doux couinement d'un nourrisson qui résonna dans le silence stupéfait. Les lèvres parfaitement maquillées de Vanessa s'entr'ouvrirent sous l'effet du choc. Les avocats de Brandon échangèrent des regards confus, et Brandon lui-même ne put que fixer le petit paquet qui représentait une vérité qu'il n'avait jamais anticipée. Jessica s'installa dans sa chaise avec une grâce étudiée, ajustant le porte-bébé d'Emma pour que le nourrisson reste tranquille. Elle rencontra le regard de Brandon avec des yeux calmes et constants qui ne contenaient ni colère, ni douleur, juste une force tranquille qui le fit se sentir soudain très petit. « Je m'excuse pour le retard », dit Jessica, sa voix douce et professionnelle. Emma devait manger avant que nous commencions. Elle n'a que 4 semaines, et son emploi du temps est plutôt exigeant. Emma. Ce nom atterrit comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Brandon. 4 semaines. Son calcul mental fut immédiat et brutal. La demande de divorce avait été déposée 11 mois auparavant. Si le bébé avait 4 semaines, cela signifiait que la conception avait eu lieu juste au moment où il avait dit à Jessica qu'il voulait partir, qu'il était tombé amoureux de Vanessa, que leur mariage avait été une erreur depuis le début. Brandon avait passé les mois précédents à construire un récit où il était l'homme à succès qui avait dépassé son « mariage de départ », où Jessica était la première épouse oubliée qu'il avait laissée derrière lui pour quelque chose de mieux, de plus prestigieux. Il avait rédigé des communiqués de presse, géré son image publique et exhibé Vanessa à chaque événement social pour prouver qu'il avait modernisé sa vie. Mais maintenant, assise en face de lui, se trouvait la preuve vivante et respirante qu'il avait détruit quelque chose de bien plus précieux qu'il ne l'avait réalisé. Jessica parvint enfin à dire Brandon, sa voix rauque. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» L'expression de Jessica ne changea pas. Elle le regarda simplement avec ses yeux noisettes réguliers. Des yeux qu'il avait autrefois regardés avec amour et qui ne contenaient plus qu'une froide évaluation. « Te dire quoi, Brandon ? Que j'étais enceinte ? » Elle marqua une pause, laissant le poids de la question s'installer. « J'avais l'intention de te le dire. En fait, j'avais fait des réservations pour le dîner chez Marcelo, ton restaurant préféré, pour la soirée exacte où tu es rentré à la maison pour m'informer que tu étais amoureux de Vanessa et que tu voulais divorcer. » Les mots furent prononcés sans venin. Sans émotion théâtrale. Jessica énonçait des faits comme on pourrait rapporter la météo,
ce qui, d'une certaine manière, les rendait plus douloureux encore. Vanessa se déplaça inconfortablement sur sa chaise. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé cette réunion. Elle s'attendait à une femme amère et désespérée. Au lieu de cela, elle se retrouvait face à quelqu'un qui la faisait se sentir totalement insignifiante. « Tu aurais dû me le dire quand même », insista Brandon, ses instincts d'homme d'affaires prenant le dessus, essayant de reprendre le contrôle de la situation qu'il sentait lui échapper. « C'est mon enfant. J'avais le droit de connaître mon enfant. » Le sourcil de Jessica se haussa légèrement. « Quand tu m'as dit que notre mariage était une erreur, quand tu as affirmé que m'aimer avait été le mauvais choix, qu'est-ce qui t'a fait penser exactement que je devais t'accabler d'un bébé? Un bébé dont tu ne voulais manifestement pas? Tu as rendu tes priorités très claires, Brandon. Vanessa était ton avenir. J'étais juste un obstacle à supprimer. » Richard Foster s'éclaircit la gorge. « Ma cliente est prête à finaliser le divorce aujourd'hui avec les conditions que nous avons déjà acceptées. Madame Whitmore ne demande ni pension alimentaire ni aucune revendication sur Whitmore Technologies. Elle a sa propre carrière et son héritage familial. La seule question que nous devons aborder est celle de l'enfant. » « Cet enfant est le mien, » dit Brandon immédiatement, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait dans les salles de conseil. « Je veux un test de paternité aujourd'hui. » Jessica ne broncha pas, je m'y attendais. J'ai déjà organisé les tests au centre médical Jenna. Nous pouvons y aller immédiatement après cette réunion. Je n'ai rien à cacher, Brandon. Emma est votre fille biologique, mais la biologie ne fait pas de vous un père. La distinction frappa durement. Brandon ressentit le jugement dans ses mots, dans la façon dont elle tenait le bébé avec une protection si naturelle, dans la façon dont elle avait construit une vie qui, clairement, n'avait pas besoin de lui. « Elle est à moi. »« Je veux la garde partagée », exigea Brandon. « Je veux un temps égal. »« Je veux mon nom sur l'acte de naissance. »« Votre nom est sur l'acte de naissance », répliqua calmement Jessica. « Je n'ai jamais eu l'intention de cacher la paternité d'Emma. Mais la garde partagée n'est pas automatique, Brandon. Vous avez quitté cette famille avant même qu'elle ne soit née. Vous ne pouvez pas revenir et dicter vos conditions. » Jessica sortit un dossier de son sac et le fit glisser sur la table polie. « Voici mes conditions. Le test ADN sera effectué aujourd'hui. Quand il confirmera ce que nous savons tous les deux, vous aurez des droits de visite supervisés. Une fois par semaine, 2 heures à ma résidence, en présence d'un tuteur désigné par le tribunal. À mesure qu'Emma grandira, si vous vous révélez être une présence constante et aimante dans sa vie, nous pourrons reconsidérer l'élargissement des visites. » Le visage de Brandon devint écarlate de colère. « C'est inacceptable. Je suis son père. J'ai des droits. Des droits que vous avez perdus lorsque vous avez choisi une autre femme plutôt que votre famille, » dit Jessica, sa voix montrant enfin un éclair d'acier. « Vous ne pouvez pas avoir Vanessa et moi, Brandon. Vous ne pouvez pas abandonner votre femme enceinte, puis jouer au père dévoué quand cela sert votre image. Emma mérite mieux qu'un parent à temps partiel qui ne s'est intéressé à elle qu'après avoir été confronté publiquement. » Elle se leva, soulevant le porte-bébé d'Emma avec une aisance habituelle. Le bébé s'agita mais ne se réveilla pas. Son petit visage était paisible dans son sommeil. « Mon avocat contactera le vôtre concernant l'horaire du test. Je vous suggère de réfléchir très attentivement au genre de père que vous voulez réellement être, car Emma se souviendra de qui était là quand cela comptait. Et pour l'instant, cette personne, ce n'est que moi. » Jessica se dirigea vers la porte, la tête haute. Elle s'arrêta sur le seuil, regardant Brandon une dernière fois. « Vous m'avez dit que j'étais remplaçable, Brandon. Vous avez dit que n'importe qui aurait pu être votre femme. Mais n'importe qui ne peut pas être la mère d'Emma, et vous ne pouvez pas remplacer ce que vous avez jeté. » La porte se referma derrière elle, laissant Brandon assis dans un silence stupéfait, la défaite gravée sur ses traits. Vanessa tendit la main vers la sienne, mais il la repoussa, ses yeux toujours fixés sur la porte où Jessica avait disparu. Pour la première fois depuis le début de son aventure, Brandon Whitmore comprit la magnitude de ce qu'il avait perdu, et le poids écrasant de cette réalisation le laissa essouffler, le cœur serré dans sa poitrine. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de l'appartement de Jessica, projetant des motifs chaleureux sur les planchers de bois franc. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'audience de divorce. 3 semaines depuis qu'elle avait quitté cette salle de conférence avec sa dignité intacte et sa fille en sécurité dans ses bras. L'appartement était plus petit que le manoir qu'elle avait partagé avec Brandon,
mais il était le sien, et cette simplicité lui apportait un soulagement inattendu. Chaque coin reflétait ses goûts, des canapés de couleur crème aux étagères bordées de romans qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire pendant son mariage. Emma gisait dans son berceau, émettant les doux gargouillis qui étaient devenus la bande sonore de la nouvelle vie de Jessica. Être une mère célibataire était épuisant d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais c'était aussi profondément satisfaisant. Chaque sourire, chaque minuscule jalon appartenait entièrement à elle. Il n'y avait personne pour partager le fardeau, mais il n'y avait personne non plus pour diminuer la joie. Jessica avait pris un congé de son poste de marketing chez Hartwell & Associates. Sa carrière avait toujours été importante pour elle, mais Emma passait désormais en premier. Elle avait des économies de son héritage familial et le règlement était en cours de finalisation. L'argent n'était pas le problème, se retrouver, c'était le vrai défi. En ce jeudi après-midi particulier, Jessica décida qu'elle avait besoin de quitter l'appartement. Les murs, aussi jolis soient-ils, commençaient à se faire oppressants. Elle emmitoufla Emma dans son porte-bébé, attrapa son sac à langer et se dirigea vers Cornerstone Books & Café, un endroit confortable du quartier des Arts qu'elle avait toujours adoré pour son ambiance feutrée et intellectuelle. La librairie sentait le café et le vieux papier, une combinaison qui la détendait instantanément. Jessica trouva une table dans un coin tranquille près de la section des enfants et s'installa, le porte-bébé d'Emma posé à côté d'elle. Elle venait d'ouvrir un roman quand Emma commença à s'agiter, son petit visage se plissant en mode pré-pleurs. Jessica attrapa immédiatement le biberon qu'elle avait préparé, mais Emma se lançait dans une crise de larmes complète. D'autres clients jetèrent des coups d'œil, certains avec sympathie, d'autres avec un léger agacement. Jessica sentit ses joues rougir tandis qu'elle tentait d'apaiser sa fille, mais Emma n'en voulait rien savoir. « Puis-je vous aider ?» Une voix grave et douce vint de côté. Jessica leva les yeux et découvrit un homme d'une trentaine d'années se tenant là, l'inquiétude évidente dans ses yeux bruns et chaleureux. Il était grand, avec des cheveux foncés qui retombaient légèrement sur son front, portant un jean et un enlet marine qui suggéraient une confiance décontractée plutôt qu'un style calculé. Son visage était aimable, avec des rides du sourire qui indiquaient qu'il riait souvent. « J'ai une certaine expérience des bébés agités », continua-t-il, désignant le magazine d'architecture qu'il était en train de lire. « Ma sœur en a 3. J'ai été l'aide d'urgence plus de fois que je ne peux compter. » Jessica hésita un instant avant d'acquiescer. Elle a mangé il y a 1 heure, donc je ne pense pas qu'elle ait faim. Je crois qu'elle est juste submergée par le bruit. L'homme jeta un coup d'œil au café animé, puis au porte-bébé d'Emma. Ça vous dérange si j'essaie quelque chose? Au signe de tête de Jessica, il ajusta doucement la capote du porte-bébé pour bloquer davantage les lumières du plafond, puis sortit son téléphone. Un doux bruit blanc commença à jouer, du type qui imite les sons que les bébés entendent dans l'utérus. En quelques secondes, les pleurs d'Emma commencèrent à s'atténuer. Moins d'1 minute plus tard, elle était calme, ses yeux s'alourdissant. Jessica regardait avec étonnement. « Comment avez-vous fait cela ?» L'homme sourit, un sourire sincère qui atteignait ses yeux. « Comme je l'ai dit, oncle de secours. J'ai tout un arsenal de techniques pour calmer les bébés. » Il tendit la main. « Je m'appelle Ethan Caldwell. »« Jessica Starling, » répondit-elle, lui serrant la main. Sa poignée était ferme mais non agressive, chaleureuse et rassurante. « Cela vous dérangerait-il que je me joigne à vous ?» demanda Ethan. Je lisais seul, et honnêtement, une conversation d'adulte me paraît bien meilleure. Jessica se surprit à sourire, un sourire authentique qu'elle n'avait pas eu depuis des semaines. J'aimerais beaucoup. Ethan récupéra son café et son magazine, s'installant sur la chaise en face d'elle. Il expliqua qu'il était architecte, spécialisé dans les logements communautaires durables. Il avait déménagé en ville il y a 2 ans depuis Seattle et travaillait sur un projet visant à convertir un vieux quartier d'entrepôt en loft d'artistes abordables. Jessica écoutait, sincèrement intéressée. Ethan parlait avec passion de son travail, mais sans l'ego démesuré qui avait caractérisé chaque conversation avec Brandon. Il s'enquit de sa carrière dans le marketing, et quand elle expliqua son congé actuel, il acquiesça avec compréhension plutôt qu'avec jugement. Être présente pendant les premiers mois n'a pas de prix, dit Ethan, jetant un coup d'œil à Emma endormie. Ma sœur dit toujours que ces premiers mois étaient les plus difficiles, mais aussi le temps de connexion le plus important. C'est épuisant, admit Jessica, surprise par sa propre honnêteté avec cet étranger. Mais je ne l'échangerai pour rien au monde. Ils parlèrent pendant 2 heures, la conversation coulant naturellement de l'architecture au livre, au meilleur café de la ville.
Ethan la fit rire avec des histoires d'inspection de bâtiments désastreuses dans le foyer chaotique de sa sœur. Il s'enquit du prénom d'Emma, et Jessica se retrouva à expliquer qu'il signifiait universelle et entière, des qualités qu'elle espérait que sa fille incarnerait. Quand Emma commença à s'agiter à nouveau, signalant cette fois une vraie faim, Jessica se prépara à partir. « Aimeriez-vous la revoir » demanda Ethan, son ton plein d'espoir mais sans insistance. « Même heure la semaine prochaine. Je suis habituellement ici les jeudis pour travailler sur des croquis de conception. La lumière est meilleure que dans mon bureau. » Jessica se surprit en acceptant immédiatement. « J'aimerais ça. » Alors qu'elle rentrait chez elle, Emma nourrie et contente dans son porte-bébé, Jessica ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis plus d'1 an, l'espoir. Pas l'espoir désespéré de sauver un mariage mourant, mais l'espoir tranquille de nouvelles possibilités. Les jours suivants ramenèrent la dure réalité. Les résultats du test ADN arrivèrent dans une lettre formelle de l'avocat de Brandon. Comme prévu, il confirmait avec 99,9% de certitude que Brandon Whitmore était le père biologique d'Emma. Mais la lettre ne s'arrêtait pas là. Brandon exigeait des droits de visite immédiats, menaçant de poursuites judiciaires si Jessica ne se conformait pas à un arrangement de garde qui lui donnait Emma un week-end sur 2 et 2 soirées par semaine. Les mains de Jessica tremblaient en lisant ces exigences. Il ne s'agissait pas d'Emma. Il s'agissait de contrôle, de l'incapacité de Brandon à accepter que quelque chose existât au-delà de son autorité. Elle appela son avocate, Claire Bennett, une femme tranchante d'une 50aine d'années qui avait été la sororité de Jessica et était devenue sa plus féroce défenseur. « Ce sont des postures », dit Claire calmement au téléphone. « Ces exigences sont déraisonnables pour un nourrisson. Aucun juge ne donnera de visite de nuit à un père qui n'a montré aucune implication. Nous allons contrer avec des visites supervisées, 2 heures par semaine à votre résidence. Qu'il prouve qu'il peut gérer cela avant que nous discutions de quoi que ce soit de plus. » « Il va se battre, » dit Jessica, sa voix tendue par le stress. « Qu'il se batte, » répondit Claire. Chaque juge dans cette ville connaît la réputation de Brandon Whitmore. Brillant homme d'affaires, être humain terrible. Son aventure était publique. Jessica, son abandon de vous pendant votre grossesse ne jouera pas en sa faveur au tribunal de la famille. Ce soir-là, alors que Jessica berçait Emma pour l'endormir, son téléphone vibra avec un message texte. C'était Ethan. « J'espère que vous allez bien, Emma et toi. J'ai hâte d'être à jeudi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'ici là, je suis là. » Le simple message apporta des larmes inattendues aux yeux de Jessica. La gentillesse sans arrière-pensée était si rare dans son monde. Elle lui répondit par un merci, et ils tombèrent dans une conversation facile sur rien d'important et tout ce qui comptait. Ethan lui parla d'un effondrement de bâtiment qu'il avait dû contourner dans ses plans. Jessica partagea la nouvelle fascination d'Emma pour ses propres mains. Jeudi arriva et Jessica se surprit à l'attendre avec une impatience qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'habilla soigneusement, non pas pour impressionner, mais parce qu'elle voulait se sentir à nouveau elle-même. Emma portait une petite tenue jaune qui la faisait ressembler à un petit rayon de soleil. Ethan était déjà à leur table d'angle quand elles arrivèrent. 2 cafés attendaient, et il s'était souvenu exactement de la façon dont elle prenait le sien. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais », admit-il, son sourire un peu timide. « Je pensais que j'étais peut-être trop direct la semaine dernière. »« Tu étais parfaitement direct », l'assura Jessica, installant le porte-bébé d'Emma. « C'est devenu le moment fort de ma semaine. » Au cours du mois suivant, les jeudis devinrent sacrés. Jessica et Ethan se rencontraient chaque semaine, leur conversation passant d'un agréable bavardage à une connexion authentique et profonde. Ethan partagea le fait d'avoir perdu son père jeune et comment cela avait façonné son approche de la vie, valorisant la présence sur les possessions. Jessica se confia sur son mariage, la solitude d'aimer quelqu'un qui la voyait comme un accessoire plutôt qu'une partenaire. Ethan ne la pressa jamais, ne poussa jamais pour plus qu'elle n'était prête à donner, mais il se montrait constant et sincère. Il apportait à Emma de minuscules livres cartonnés. Il apprit son emploi du temps et envoyait des SMS à Jessica pendant les périodes connues d'agitation avec des encouragements. Quand Jessica mentionna qu'elle avait du mal avec un évier qui fuyait, il se présenta à son appartement avec des outils et le répara sans qu'on le lui demande 2 fois. Pendant ce temps, la présence de Brandon planait comme un orage. Il avait accepté les visites supervisées sous la contrainte, et sa première visite était prévue pour la semaine suivante. Jessica la redoutait, sachant que Brandon aborderait la paternité de la même manière qu'il abordait tout le reste,
comme une compétition à gagner plutôt que comme une relation à nourrir. Lors de leur 5e rencontre du jeudi, alors que les feuilles d'automne commençaient à tomber devant les fenêtres de la librairie, Ethan tendit la main à travers la table et prit celle de Jessica. « Je sais que le timing est compliqué, dit-il doucement. Je sais que tu gères ton ex-mari, que tu t'adaptes à la maternité et que tu essaies de déterminer ta vie. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ces jeudis sont devenus la meilleure partie de ma semaine. Tu es devenue la meilleure partie de ma semaine. Toi et Emma. » Le cœur de Jessica s'emballa. Elle regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers les yeux bruns sincères d'Ethan. « Je le sens aussi, » admit-elle. « Mais Ethan, ma vie est compliquée en ce moment. Brandon va rendre tout difficile. J'arrive avec beaucoup de bagages. Tu arrives avec une belle fille et une force qui m'émerveille, corrigea doucement Ethan. Je ne suis pas Brandon, Jessica. Je ne suis pas intimidé par ton passé ni effrayé par ton avenir. J'aimerais en faire partie si tu me le permets. Jessica sentit les larmes lui piquer les yeux, mais c'était de bonnes larmes. Des larmes de guérison. J'aimerais ça aussi. Leur premier baiser eut lieu 2 semaines plus tard. Après la première visite supervisée désastreuse de Brandon, où il avait passé plus de temps sur son téléphone qu'à interagir avec Emma, Jessica avait été bouleversée, et Ethan était venu avec le dîner et avait simplement écouté. Alors qu'il se préparait à partir, se tenant dans son embrasure de porte, Jessica s'était levée et l'avait embrassé doucement. Ce n'était rien comparé au baiser passionné et dévorant de ses débuts avec Brandon. Celui-ci était doux, patient et rempli de promesses. C'était un baiser qui disait « Nous avons le temps. Nous allons y arriver ensemble. » Quand Ethan partit cette nuit-là, Jessica ferma la porte et s'y adossa, souriant. Emma roucoula depuis son tapis de jeu voisin, et Jessica la prit dans ses bras, la faisant tournoyer doucement. « Tout ira bien, ma puce, murmura-t-elle. Tout ira plus que bien. » Mais à l'extérieur de son immeuble, dans une berline noire garée de l'autre côté de la rue, Brandon Whitmore était assis, observant ses fenêtres. Il avait vu Ethan arriver avec le dîner, avait vu la façon intime dont Jessica lui avait souri à travers la vitre. Les mains de Brandon se crispèrent sur le volant. Il avait perdu Jessica, mais il ne perdrait pas sa fille, et il ne laisserait certainement pas un architecte inconnu prendre sa place. La guerre ne faisait que commencer. L'hiver arriva en ville avec une vengeance, recouvrant tout d'une neige blanche immaculée qui rendait le monde propre et nouveau. Mais à l'intérieur du palais de justice de Maple Street, l'atmosphère était tout sauf pure. La salle d'audience du tribunal de la famille était décorée dans des tons neutres conçus pour apaiser. Mais la tension crépitant entre les parties adverses aurait pu alimenter l'ensemble du bâtiment. Jessica était assise à côté de Claire Bennett. Maître Claire Bennett, son avocate, se tenait à sa gauche. De l'autre côté, Ethan était là, sa présence formant une ancre solide et rassurante au milieu de la tempête émotionnelle. Emma, désormais âgée de 6 mois, était confiée à une babysitter de confiance, épargnée par le spectacle de cette bataille juridique décisive pour son avenir. En face, de l'autre côté de l'allée centrale, Brandon occupait sa place avec son équipe juridique, 3 des avocats spécialisés en droit de la famille les plus onéreux que l'argent pouvait acheter, un bouclier d'experts facturé à l'heure. Vanessa était visiblement absente. Les rumeurs, parvenues à Jessica via des connaissances communes, indiquaient que leur relation s'était effondrée sous le poids de l'obsession de Brandon à vouloir récupérer sa famille. Vanessa souhaitait un milliardaire insouciant, pas un homme dévoré par le désir de reconquérir son ex-épouse et son bébé. Le silence se fit absolu lorsque la juge Patricia Morrison fit son entrée et que tout le monde se leva en signe de respect. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés tirés en un chignon strict, le visage marqué par des années de service et des yeux qui avaient décrypté toutes les tactiques de manipulation imaginables. Sa réputation la précédait, juste dans ses jugements, mais d'une intransigeance absolue lorsqu'il s'agissait du bien-être des enfants. « Veuillez vous asseoir », ordonna la juge Morrison. Elle s'installa derrière son pupitre massif et ouvrit le dossier de l'affaire. « Nous sommes réunis aujourd'hui concernant les arrangements de garde d'Emma Rose Starling, âgée de 6 mois, fille biologique de Jessica Starling et Brandon Whitmore. Monsieur Whitmore dépose une requête pour la garde physique conjointe avec un partage à 50-50e. Mademoiselle Starling demande à conserver la garde physique principale avec un droit de visite supervisé pour Monsieur Whitmore. Commençons. L'avocat principal de Brandon, un homme nommé Gregory Ince, avec des tempes argentées et un costume manifestement coûteux, fut le premier à se lever. Votre honneur,
mon client est un entrepreneur prospère qui peut offrir à Emma tous les avantages possibles. Il s'est soumis au test de paternité, a assisté aux visites supervisées comme requis, et est prêt à être un père pleinement actif. Lui refuser la garde égale en se basant sur les circonstances de son divorce est une mesure punitive plutôt que d'être dans le meilleur intérêt de l'enfant. La juge Morrison ne semblait pas impressionnée, son regard restait neutre. Maître Ince, j'ai lu le dossier. Votre client a déposé une demande de divorce lorsque mademoiselle Starling était enceinte d'environ 2 mois. Exact. C'est exact, votre honneur. Mais il ignorait la grossesse. Parce qu'il n'a pas pris la peine de demander, ajouta la juge Morrison sèchement. Continuez. Ince appela Brandon à la barre. Sous serment, Brandon se présenta comme un homme repenti qui avait commis des erreurs, mais qui était désormais prêt à être le père qu'Emma méritait. Il parla de la luxueuse chambre de bébé qu'il avait préparée dans son pantouse, de la nounou qu'il avait engagée, du fonds fiduciaire qu'il avait établi. Monsieur Whitmore, la juge Morrison l'interrompit brusquement au milieu de son plaidoyer sur l'héritage. Quel est l'horaire de sommeil actuel d'Emma? Brandon cligna des yeux, déstabilisé. Je crois qu'elle fait ses nuits maintenant. Vous croyez, ou vous savez? Je sais, corrigea Brandon, bien que son incertitude fût manifeste aux yeux de tous. À quelle heure se couche-t-elle habituellement? Brandon hésita, une première fois. Environ 7 ou 8 heures du soir. Quel est son jouet préféré? Une autre pause, plus longue. Elle a beaucoup de jouets. C'est un bébé, ils n'ont pas encore vraiment de préféré. Quels aliments solides a-t-elle commencé à manger? Elle est encore au lait maternisé, je crois. Vous croyez? Le ton de la juge Morrison s'aiguisa, coupant l'air comme un rasoir. Monsieur Whitmore, ces visites supervisées ont lieu depuis 2 mois, 2 fois par semaine, 2 heures à chaque fois, et vous ignorez si votre fille a commencé la diversification alimentaire. La mâchoire de Brandon se contracta, trahissant sa colère. Je me suis concentré sur le lien affectif. Les détails, ça s'apprend. Les détails sont le lien affectif, rétorqua la juge Morrison, sans émotion. Veuillez descendre de la barre. Claire se leva pour la défense. Votre honneur, je souhaite appeler Jessica Starling. Jessica prit place à la barre, ses mains étrangement fermes malgré les battements affolés de son cœur. Claire la guida avec précision à travers la routine quotidienne d'Emma. Jessica connaissait chaque détail, de la berceuse préférée d'Emma à sa préférence naissante pour les patates douces plutôt que les carottes, de sa haine absolue pour l'essuyage de son visage à son délice pour les parties de coucou. Mademoiselle Starling, demanda Claire. Quelle est votre préoccupation concernant la garde conjointe? Jessica regarda directement la juge Morrison, son expression grave. Ma préoccupation n'est pas que Brandon nuise physiquement à Emma. C'est qu'il la voit comme une possession à gagner plutôt que comme une personne à aimer. En 2 mois de visite supervisée, il a annulé 4 fois pour des réunions d'affaires. Il passe une grande partie du temps de visite sur son téléphone. Il apporte des jouets chers, mais il ne sait pas jouer avec elle. Emma pleure quand il la tient parce qu'elle ne se sent pas en sécurité avec lui. C'est parce que vous l'avez monté contre moi. Hurla Brandon depuis son siège. Le maillet de la juge Morrison s'abattit lourdement sur la table. Monsieur Whitmore, une autre explosion et vous serez coupable d'outrage. Asseyez-vous. Claire appela ensuite Ethan à la barre. L'avocat de Brandon s'opposa immédiatement. Votre honneur, cet homme n'a aucune qualité légale dans cette affaire. Il est un témoin essentiel de la vie quotidienne et du bien-être de l'enfant, rétorqua Claire. La Cour a la discrétion d'entendre le témoignage de toute personne possédant des informations pertinentes. J'autorise, décida la juge Morrison. Mais veillez à ce que cela reste pertinent, maître Bennett. Ethan monta à la barre, et Jessica sentit son cœur se gonfler d'amour et de gratitude. Il semblait calme et honnête, ses yeux bruns inébranlables. Monsieur Caldwell, commença Claire. Depuis combien de temps connaissez-vous Jessica et Emma? 5 mois. Nous nous sommes rencontrés par hasard dans une librairie, Emma avait alors 1 mois. Et quelle est votre relation avec elle? Je suis amoureux de Jessica, dit Ethan simplement, ses yeux rencontrant les siens à travers la salle d'audience. Et j'aime Emma comme si elle était ma propre fille. Objection, cria Ince. C'est un témoignage émotionnel sans pertinence. Votre honneur, dit Claire calmement. La requête de Monsieur Whitmore soutient qu'Emma a besoin d'un foyer stable à 2 parents.
Je suis en train d'établir qu'elle en possède déjà un. La juge Morrison hocha la tête, annulant l'objection. Continuez. Monsieur Caldwell, pouvez-vous décrire la routine typique d'Emma le soir? Ethan sourit doucement, un sourire plein de tendresse. Le bain est à 18h30. Elle adore l'eau, mais elle déteste se faire laver les cheveux, alors nous gardons cette partie pour la fin. Après le bain, elle prend son biberon, habituellement 180 ml, maintenant qu'elle mange plus de solide pendant la journée. Ensuite, nous lui lisons 3 livres. En ce moment, ses préférés sont Astérisque Bonsoir Lune Astérisque, Astérisque La Chenille qui fait des trous Astérisque, et un livre cartonné sur les animaux de la ferme. Elle s'endort vers 19h15, et si elle fait ses dents, nous lui donnons un gant de toilette froid à mâcher. La spécificité était accablante. Cet homme, sans lien biologique avec Emma, la connaissait mieux en 5 mois que son propre père en 2. Souhaitez-vous adopter Emma, Monsieur Caldwell, demanda Claire. Si Jessica est d'accord et si c'est ce qu'il y a de mieux pour Emma, je serais honoré de le faire, répondit Ethan. Mais Emma a un père biologique. Je n'essaie pas de le remplacer. J'essaie juste d'être là pour elle et pour la femme que j'aime. L'avocat de Brandon déclina de contre-interroger, reconnaissant probablement que toute question ne ferait qu'accentuer le contraste douloureux. La juge Morrison demanda les plaidoiries de clôture. Ince insista sur les ressources financières de Brandon et ses droits légaux. Claire se concentra sur les besoins émotionnels d'Emma et la stabilité de son environnement. Puis, la juge Morrison délivra son jugement. J'ai présidé des centaines de cas de garde, commença-t-elle, ses yeux rivés sur Brandon. Et j'ai appris que les enfants n'ont pas besoin du plus d'argent ou des plus grandes maisons. Ils ont besoin de constance, d'amour, et de parents qui placent leurs besoins avant les leurs. Monsieur Whitmore, vos droits en tant que père biologique sont protégés par la loi, mais ces droits s'accompagnent de responsabilités que vous n'avez démontré ni la capacité ni la volonté de remplir. Le visage de Brandon se tordit de rage, mais il resta silencieux. La garde physique principale est accordée à mademoiselle Starling. Monsieur Whitmore, votre droit de visite restera supervisé pendant les 6 prochains mois. Après cette période, nous réévaluerons la situation. Si vous faites preuve d'une présence constante et d'un engagement authentique, des visites non supervisées pourront être envisagées. La garde conjointe est refusée. Cependant, je vous encourage à être le père que votre fille mérite, plutôt que celui qui rend bien sur les photographies. Le maillet s'abattit, final et absolu. À l'extérieur du palais de justice, Brandon rattrapa Jessica sur les marches. Ethan se rapprocha d'elle d'un air protecteur, mais Jessica lui toucha le bras doucement, lui signalant qu'elle pouvait gérer la situation. Tu as gagné, dit Brandon avec amertume. Tu es heureuse maintenant? Tu m'as pris ma fille. Jessica le regarda avec une once de pitié, un sentiment froid et étrange. Je ne l'ai pas prise, Brandon. Tu l'as abandonnée le jour où tu as choisi Vanessa au détriment de notre famille. Emma n'a jamais été un trophée dans notre divorce. C'est une petite fille qui mérite des parents qui désirent réellement l'être. La porte est ouverte pour que tu deviennes son père. Un vrai père, pas juste un nom sur un chèque. Mais tu dois faire l'effort. Elle désigna Ethan d'un mouvement de menton. Et lui? Tu vas laisser un étranger jouer au papa avec ma gamine? Cet étranger connaît le nom de sa peluche préférée. Cet étranger se lève à 2 heures du matin quand elle fait ses dents et la promène dans l'appartement en chantant des berceuses fausses. Cet étranger la voit comme une bénédiction, pas comme un fardeau. Alors oui, Brandon, je vais construire ma vie avec un homme qui est réellement présent. Elle se détourna, prenant la main qu'Ethan lui tendait, et descendit les marches du palais de justice sans regarder en arrière. 6 mois plus tard, par un après-midi printanier, Jessica et Ethan se marièrent lors d'une petite cérémonie dans un jardin. Emma, qui venait d'avoir 1 an, se dandinait dans l'allée en robe blanche, tenue avec précaution par Claire Bennett. La liste d'invités était intime, composée seulement des amis proches et de la famille qui les avaient soutenus à travers la tempête. Lorsque l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à l'union, Jessica retint son souffle un instant, s'attendant à moitié à voir Brandon surgir, mais il n'y eut qu'un silence chaleureux et solidaire. Brandon avait continué ses visites supervisées, bien que sporadiquement. Il envoyait des chèques pour la pension alimentaire et des cadeaux coûteux, mais restait émotionnellement distant. Emma le connaissait comme « l'homme qui venait de temps en temps ». Mais lorsque son premier mot sortit de sa bouche à 10 mois, ce fut « Data, papa », en regardant Ethan.
Pendant que Jessica et Ethan échangeaient leurs anneaux, Emma jouait avec les pétales de fleurs à leurs pieds, inconsciente de la signification du moment, mais néanmoins centrale à celui-ci. « Je promets de t'aimer toi et Emma pour toujours », jura Ethan, sa voix serrée par l'émotion. « Je promets d'être présent, d'être patient, et de bâtir un foyer rempli de rire et d'amour. Je promets de faire confiance à nouveau, d'aimer sans crainte, et de construire un avenir digne de notre fille, » répondit Jessica, des larmes coulant sur son visage souriant. Quand ils s'embrassèrent, leurs amis et leur famille explosèrent en applaudissements. Emma leva les yeux au bruit et frappa ses petites mains potelées, gloussant de joie. La réception eut lieu sur le jardin-terrasse du toit de l'immeuble de Jessica. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Jessica se tenait avec Emma sur sa hanche et le bras d'Ethan autour de sa taille. « Heureuse ?» demanda doucement Ethan. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible », répondit Jessica avec honnêteté. « Merci de nous avoir vus. Vraiment vus, quand nous en avions le plus besoin. Merci de m'avoir laissé entrer, » répondit Ethan, embrassant sa tempe. Emma tendit la main vers eux deux, ses petites mains tapotant leurs joues, et ils rirent, le son d'une vraie famille. Choisie et chérie. De l'autre côté de la ville, dans son pantouse vide, Brandon se tenait devant ses baies vitrées allant du sol au plafond, observant le même coucher de soleil. Il tenait une photo d'Emma prise lors d'une de ses visites, son visage incertain alors qu'il la tenait. Il avait bâti un empire, mais perdu une famille. Il avait couru après le désir, mais abandonné l'amour. Et maintenant, même avec tous ces milliards, il était totalement et complètement seul. La leçon est venue trop tard, mais elle est apparue avec une clarté cristalline. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être rachetées. Certaines chances, une fois manquées, ne reviennent jamais. Et tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon, Brandon Whitmore comprit enfin le véritable coup de ses choix. Pendant ce temps, sur ce jardin-terrasse, Jessica dansait avec sa fille et son mari sous des guirlandes lumineuses qui scintillaient comme des étoiles. Le passé était derrière eux. L'avenir s'étalait devant eux, lumineux et plein de promesses. Et le présent était exactement là où ils devaient être, ensemble. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire significative. Bonjour, ma belle famille. Bienvenue à nouveau sur Histoire vraie qui change la vie. Aujourd'hui, Alina Carter travaillait au Riverside Grand Hotel depuis 3 ans, ayant gravi les échelons du poste d'associé à la réception à celui de concierge principal, et elle adorait chaque minute de cette ascension. Le hall élégant avec ses sols de marbre poli et ses lustres en cristal scintillant, les hôtes fascinants venus du monde entier, la satisfaction profonde de résoudre des problèmes complexes pour rendre leur séjour mémorable. À 27 ans, avec de longs cheveux auburn qu'elle portait généralement en un chignon professionnel et des yeux verts qui pétillaient d'intelligence quand elle souriait, Alina s'était forgé une réputation, elle était la personne capable de gérer n'importe quelle situation. Tout changea un mardi matin de septembre, lorsque l'hôtel fut vendu au Bennett Hospitality Group. Le personnel était nerveux depuis des semaines, s'inquiétant des changements qu'apporterait la nouvelle direction, de la sécurité de leurs emplois, et de la survie de la culture chaleureuse qu'ils aimaient. L'ancien propriétaire, M. Harrison, avait été gentil et juste, traitant les employés comme une famille. Le nouveau propriétaire serait-il le même? Alina eut sa réponse exacte lorsque Christopher Bennett franchit les portes du hall à 9 heures précises. Elle était derrière le comptoir de la conciergerie, aidant un client à organiser des billets de théâtre, lorsque toute l'atmosphère de la pièce bascula. Les conversations s'étouffèrent, les têtes se tournèrent. Même l'air sembla se figer. Il était grand, mesurant facilement 1,90 m, avec des cheveux sombres coiffés de cette manière parfaitement décontractée qui nécessitait probablement un effort délibéré. Des yeux bleus perçants qui semblaient tout absorber en un seul regard, et une présence qui commandait l'attention sans jamais avoir à la réclamer. Il portait un costume gris anthracite qui lui allait si parfaitement qu'il était forcément sur mesure. Et lorsqu'il sourit au portier qui l'accueillait, Alina sentit son estomac se nouer. Christopher Bennett n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Elle avait imaginé quelqu'un de plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, probablement austère et purement axé sur les affaires. Au lieu de cela, il semblait avoir la trentaine, et lorsque ses yeux bleus balayèrent le hall et se posèrent brièvement sur elle, elle en oublia ce qu'elle disait aux clients. Les heures suivantes furent un tourbillon. Christopher rencontra les chefs de département, visita la propriété de fond en comble,
posa des questions qui montraient qu'il comprenait réellement le secteur de l'hôtellerie, et pas seulement l'aspect financier. Il fut poli avec tout le monde, se souvenant des noms après les avoir entendus une seule fois, et avant l'heure du déjeuner, l'énergie nerveuse du personnel avait basculé vers un optimisme prudent. Alina réussit à éviter toute interaction directe avec lui ce premier jour, même si elle sentit son regard se poser sur elle plus d'une fois. C'était à la fois déstabilisant et excitant. Ce fut le lendemain, pendant sa pause déjeuner, que tout dérapa de la manière la plus spectaculaire possible. Alina était allée dans la petite salle de repos du personnel au 2e étage, une pièce confortable avec quelques tables, une kitchenette et, surtout, à l'abri des clients. Elle sortit son téléphone pour appeler sa meilleure amie, Jessica, qui exigeait des détails sur le nouveau propriétaire depuis qu'Alina lui avait envoyé un SMS la veille au soir. Elle mit le haut-parleur pour pouvoir manger sa salade tout en parlant, plaçant le téléphone devant elle sur la table. Jessica décrocha à la 2e sonnerie. Enfin. Raconte-moi tout. Est-il vraiment aussi magnifique que sur les photos en ligne? Alina rit, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule. Le salon était désert. Les photos ne lui rendent pas justice. Jess, cet homme est irréel. Décris-le. Je veux les détails. D'accord, dit Alina en piquant une tomate cerise et en souriant. D'abord, il est grand. Vraiment très grand. Je fais un m70, et il me donne l'impression d'être minuscule. Les cheveux foncés, parfaitement coiffés, mais pas de manière excessive. Et ses yeux. Ils sont d'un bleu incroyable, comme l'océan par un temps clair. Arrête, je suis déjà en pâmoison. Le costume qu'il portait hier a probablement coûté plus cher que ma voiture. Il lui allait comme s'il avait été peint sur lui. Des épaules larges, une taille fine, et quand il marchait. Mon Dieu, c'était comme regarder de la poésie en mouvement. Il se déplace avec une assurance qui n'est pas arrogante, juste complètement maître de lui. Est-il célibataire? Demanda Jessica avec impatience. Je n'en ai aucune idée, mais il n'y avait pas d'alliance. J'ai vérifié. Plusieurs fois. Alina sentit ses joues s'échauffer, même si personne ne pouvait la voir. Et sa voix, Jess, elle est grave et suave, comme un mélange de miel et de whisky. Quand il dit « merci », ce qu'il fait à tout le monde, cela sonne sincère. Pas comme ces cadres qui le disent sans y croire. Tu es sous le charme, ma chérie. Je sais. C'est ridicule. C'est un magnate de l'hôtellerie milliardaire, et je suis concierge. Nous existons dans des univers complètement différents, mais il y a quelque chose chez lui. Il a souri à l'une des femmes de ménage ce matin, un vrai sourire sincère, et lui a demandé depuis combien de temps elle était à l'hôtel. Il se souciait réellement de la réponse. Alors il est sexy astérisque gentil. Épouse-le. Alina se mit à rire. Bien sûr, c'est comme ça que le monde fonctionne. Je suis sûr qu'il sort avec des mannequins et des mondaines. Je ne suis que l'employé. Ne te sous-estime pas. Tu es génial. Je suis réaliste. Mais je peux admirer de loin. Et ce que j'admire, c'est un homme qui semble avoir été sculpté par des anges. Sa mâchoire pourrait couper du verre. Ses mains sont parfaites, fortes, et ça m'a fait me demander ce qu'elle donnerait sur ma peau. Et ne me lance même pas sur sa bouche. Si, lance-moi. Des lèvres pleines, parfaitement dessinées, et quand il sourit, il a cette petite fossette sur la joue gauche qui transforme tout son visage. J'ai passé beaucoup trop de temps hier à imaginer ce que ça ferait de l'embrasser. Alina Carter, tu es en train de fantasmer sur ton patron? Ce n'est pas techniquement mon patron. Il est propriétaire de l'hôtel, mais ce n'est pas mon superviseur direct. Alina savait que c'était une défense faible. Et oui, absolument. Cet homme est la tentation ambulante. Si tu voyais comme il remplit ce costume, la façon dont ses épaules tendent légèrement le tissu quand il bouge. J'ai failli me heurter à une colonne en le regardant traverser le hall. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Rien. Absolument rien. Je vais rester professionnel, faire mon travail, et l'admirer de loin, comme une personne normale avec un béguin désespéré pour quelqu'un de complètement inaccessible. C'est tellement ennuyeux. C'est tellement intelligent. La dernière chose dont j'ai besoin est de rendre les choses embarrassantes au travail à cause d'un fantasme qui ne se réalisera jamais. Mais si ça pouvait arriver? Insista Jessica. Ça n'arrivera pas.
Les hommes comme Christopher Bennett ne remarquent pas les femmes comme moi. Nous sommes dans des mondes différents. Je m'en remettrai. Même en le disant, Alina n'était pas sûre d'y croire. Il y avait quelque chose chez lui qui allait au-delà de la simple attraction physique. La façon dont il avait écouté attentivement les préoccupations de la chef des femmes de chambre, la façon dont il avait complimenté le chef pour le service du petit déjeuner. La façon dont ses yeux semblaient tout voir, et tout le monde. Je pense que tu devrais au moins essayer de lui parler. Et lui dire quoi? Bonjour, je vous trouve magnifique et j'ai imaginé vos mains sur moi? Ça va très bien se passer. Jessica riait si fort qu'Alina pouvait à peine comprendre sa réponse. Peut-être pas astérisque exactement astérisque ça. Je vais m'en tenir à « Bonjour, monsieur Bennett. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Ce qui est professionnel et approprié, et n'implique certainement pas de lui dire que je pense qu'il est l'homme le plus séduisant que j'ai jamais vu de ma vie entière. Tu n'es pas drôle. Je suis employé, et j'aimerais le rester. Elles bavardèrent encore quelques minutes sur d'autres sujets avant que Jessica doive partir. Alina mit fin à l'appel, souriant seule en terminant sa salade. Ça lui avait fait du bien de vider son sac. Même si rien n'en sortirait jamais. Elle était en train de jeter ses déchets quand elle entendit une voix derrière elle, grave, amusée, et absolument horrifiante par sa familiarité. Tentation ambulante et des mains que vous imaginez sur votre peau. C'est une sacrée critique. Alina se retourna si vite qu'elle faillit perdre l'équilibre. Christopher Bennett se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de repos du personnel, appuyé contre le cadre, les bras croisés sur sa poitrine. Le sourire sur son visage était à la fois amusé et porteur d'une nuance plus sombre. Quelque chose qui fit monter la chaleur dans son ventre. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» Les mots sortirent à peine un murmure. « Assez longtemps. » Il se décolla de l'encadrement de la porte et entra dans la pièce, chaque pas étant délibéré et mesuré. « Assez longtemps pour entendre parler de mes yeux comme l'océan, de ma mâchoire capable de couper du verre, et de votre analyse très détaillée de la façon dont je remplis un costume. » Alina voulait mourir. Elle souhaitait que le sol s'ouvre. Et que le sol s'ouvre pour l'engloutir. Son visage était si rouge, si brûlant, qu'elle s'étonnait de ne pas s'être enflammée spontanément sous l'effet de la honte. « Je peux expliquer. Je vous en prie. » Il s'arrêta à quelques pas, juste assez près pour qu'elle puisse percevoir le parfum de son eau de Cologne. Une essence coûteuse, boisée et fumée, qui lui donnait littéralement le tournis. « Je suis très intéressé d'entendre l'explication pour laquelle vous trouvez que ma bouche a une forme parfaite. » Lena ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Aucun son n'en sortit. Son cerveau avait grillé, court-circuité par le choc. Christopher Bennett, le milliardaire propriétaire d'hôtel. L'homme qu'elle venait de décrire avec des détails embarrassants à sa meilleure amie pendant un quart d'heure, avait tout entendu. Guillemets. Elle commença à parler, puis s'arrêta. Que pouvait-elle bien dire dans une telle situation? Désolé, je vous ai objectivé? Désolé, je vous trouve l'homme le plus séduisant de la planète? Désolé, j'ai des yeux qui fonctionnent? Le sourire de Christopher s'élargit, faisant apparaître cette fossette dont elle avait parlé, rendant la situation 1000 fois pire. Vous avez vérifié l'absence d'alliance à plusieurs reprises. C'est un cauchemar, marmonna Alina, couvrant son visage de ses mains. Cela ne peut pas être en train d'arriver. Je dois avouer que votre voix est plus proche maintenant. En 3 ans de propriété hôtelière, je n'ai jamais reçu une évaluation aussi complète. La partie concernant mes mains a été particulièrement intrigante. Lena jeta un coup d'œil entre ses doigts. Il se tenait juste devant elle, si proche qu'elle devait incliner la tête en arrière pour croiser son regard, ses yeux bleus océan qui scintillaient désormais d'amusement et d'autre chose. Quelque chose qui fit s'emballer son cœur. Je suis tellement désolé, réussit-elle à articuler. C'était complètement non professionnel. Je n'ai jamais voulu que vous entendiez quoi que ce soit. Je pensais être seul. Ne vous excusez pas. Sa voix se fit plus grave, plus sérieuse. Savez-vous à quel point il est rafraîchissant que quelqu'un me voie simplement comme un homme, et non comme un compte en banque ou une opportunité d'affaires? Vous n'essayez pas de m'impressionner ou de me manipuler. Vous étiez juste honnête avec votre ami. Honnête et terriblement inapproprié. Honnête et flatteuse. Il tendit la main, écartant doucement ses mains de son visage. Le contact de ses doigts sur ses poignets envoya des décharges électriques parcourir ses bras. Alina Carter, c'est ça?
Concierge senior. Ici depuis 3 ans. Un bilan parfait de satisfaction client. Parle 3 langues. Et pense apparemment que je suis la tentation incarnée. Vous connaissez mon nom. La phrase fut haletante. Je connais les noms de tous mes employés, mais le vôtre, je me suis assuré de m'en souvenir en priorité. Il relâcha ses poignets mais ne recula pas. Je vous ai remarqué hier. La façon dont vous avez géré ce client difficile qui était mécontent de sa chambre. Comment vous avez résolu le problème sans lui donner l'impression d'être capricieux. La façon dont vous souriez aux gens quand vous les accueillez, comme si vous étiez sincèrement heureuse de les voir. J'ai voulu me présenter, mais j'ai été happé par des réunions. Le cœur d'Alina battait la chamade dans sa poitrine. Vous m'avez remarqué? Comment l'aurais-je pu pas? Vous illuminez tout le hall. Ses yeux cherchèrent les siens, sondants. Je suis venu vous chercher aujourd'hui. En fait, j'allais trouver un prétexte quelconque pour vous parler. Puis j'ai entendu mon nom en passant devant le salon, et la curiosité a pris le dessus. Alors, vous êtes resté là à écouter? J'allais intervenir, mais ensuite vous avez commencé la partie sur mes épaules, et je suis devenu curieux de savoir où cela mènerait. Ce sourire, encore une fois, dévastateur et espiègle. Je suis heureux d'avoir attendu. L'évaluation n'a fait que s'améliorer. Malgré son humiliation, Alina sentit un rire monter. C'est insensé. Cette situation entière est insensée. Probablement, acquiesça Christopher. Mais voici ce que je pense. Vous me trouvez attirant. Je vous trouve captivante. Nous sommes tous les deux adultes. Et si nous faisions quelque chose à ce sujet? Alina eut le souffle coupé. Qu'est-ce que vous suggérez? Dîner ce soir. Non pas en tant que propriétaire et employé. Juste en tant que Christopher et Alina, deux personnes clairement intéressées l'une par l'autre. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Même en le disant, tout en elle hurlait de dire oui. Vous possédez l'hôtel. J'y travaille. C'est un déséquilibre de pouvoir. Les gens vont parler. Laissez-les parler. Il s'approcha encore, et maintenant elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je me soucie de la femme qui pense que mes yeux sont comme l'océan et qui veut savoir ce que mes mains ressentent sur sa peau. Alors, je demande, Alina, dîner? Elle aurait dû dire non. C'était la chose intelligente, la chose professionnelle à faire. Mais quand elle plongea dans ses yeux et y vit l'intérêt sincère, l'attraction qui était clairement réciproque, elle se surprit à hocher la tête. Oui. D'accord. Dîner. Le sourire qui illumina son visage était radieux. 7 heures ce soir. Je viendrai vous chercher. Écrivez-moi votre adresse. Et c'est ainsi qu'Alina Carter entama le chapitre le plus excitant et le plus terrifiant de sa vie. Le dîner se transforma en verre. Les verres en promenade le long de la rivière. Un rendez-vous devint 2, puis 3. Ils s'efforcèrent d'être discrets au début, se rencontrant loin de l'hôtel, gardant leurs interactions au travail strictement professionnel. Mais cacher une chose aussi intense était comme essayer de retenir la marée. Cela a commencé par des regards qui duraient trop longtemps. Christopher descendait dans le hall et ses yeux trouvaient automatiquement Alina, un petit sourire aux lèvres. Elle sentait son regard sur elle tout au long de la journée, chaleureux et constant. Lorsqu'il passait devant le bureau du concierge, leurs doigts se frôlaient en prenant un message. Un contact qui semblait accidentel mais était entièrement délibéré, une étincelle rapide, une promesse silencieuse. Puis vinrent les moments volés, les minutes dérobées. Christopher appelait Alina à son bureau pour discuter d'un retour client ou des prétextes transparents. Ils finissaient par s'embrasser contre son bureau massif, ses mains enfin sur sa peau de la manière dont elle l'avait imaginé, mais en mieux. Elle livrait des documents à l'étage exécutif et se retrouvait pressée contre le mur d'une salle de conférence vide, sa bouche sur son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Ils parlaient pendant des heures, tard le soir, au bar de l'hôtel après la fermeture, partageant leurs rêves, leurs peurs et leurs histoires. Christopher lui confiait la pression de vivre à la hauteur de l'héritage de son père, l'établissement de son propre empire et la solitude qui en découlait. Alina parlait de la perte précoce de sa mère, de ses études à l'université en travaillant, et de son rêve éventuel d'ouvrir son propre hôtel-boutique un jour. « Vous devriez le faire, » dit Christopher un soir, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. « Vous seriez incroyable. Vous avez la vision, le dévouement, le cœur pour ça. » « Peut-être un jour, » répondit Alina,
se penchant vers lui. Pour l'instant, je suis heureuse là où je suis. Car là où elle était en train de tomber éperdument amoureuse de lui. 3 semaines après le début de leur relation secrète, la réalité s'est effondrée. Alina était dans la réserve, vérifiant l'inventaire, lorsqu'elle entendit son nom chuchoter. Elle jeta un coup d'œil au coin et vit 2 femmes de ménage regardant un téléphone, leurs expressions choquées. « Je n'arrive pas à y croire », disait l'une. « Le roi des glaces et la concierge. » Qui l'aurait cru? L'estomac d'Alina se contracta. Elle s'approcha, essayant de garder une voix stable. « Qu'est-ce que vous regardez ?» Elles sursautèrent, la culpabilité traversant leur visage. L'une d'elles, Maria, lui montra le téléphone avec hésitation. C'était une photo, granuleuse mais indubitable. Alina et Christopher dans le garage 2 nuits auparavant. Ses mains encadraient son visage, l'embrassant comme si elle était l'oxygène et qu'il se noyait. Quelqu'un l'avait prise à travers l'espace entre 2 voitures. Et à en juger par le compteur de notifications, elle avait été partagée dans le chat de groupe du personnel et vue par plus de 50 personnes. « Léna, nous ne savions pas que vous étiez ensemble », dit Maria gentiment. « Est-ce que ça va? Est-ce qu'il vous traite bien ?» Mais Alina l'entendait à peine. Ses oreilles bourdonnaient. Tout le monde savait. Tout le monde avait vu. Toute la discrétion, toute la planification minutieuse, brisée par une seule photo volée. Son téléphone vibra. Un SMS de Christopher. Mon bureau. Maintenant. Elle le trouva faisant les 100 pas derrière son bureau d'acajou, la mâchoire serrée. La photo était affichée sur son écran d'ordinateur, un agrandissement froid de leur intimité. Qui a appris ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça a de l'importance? Alina s'effondra sur une chaise, ses jambes soudainement faibles. Tout le monde l'a vu. Ils parlent tous de nous. Laissez-les parler. Il contourna le bureau, s'agenouillant devant elle. Alina, regarde-moi. Je me fiche de qui c'est. Je me fiche de ce qu'ils disent. Mais moi, ça m'importe. Les mots lui échappèrent. Ils vont penser que je couche avec vous pour grimper, que je vous utilise. Ils diront que je suis juste une croqueuse de diamants qui a séduit le patron. Quiconque vous connaît ne pensera pas ça. Vous ne comprenez pas. Vous êtes le propriétaire. Votre réputation est intouchable. Mais moi? Je ne suis qu'une employée. Cela pourrait ruiner ma carrière. Personne ne me prendra plus jamais au sérieux. Avant que Christopher ne puisse répondre, son assistante frappa à la porte. Monsieur Bennett et mademoiselle Carter, la directrice des ressources humaines a besoin de vous voir immédiatement, tous les 2. La réunion fut pire qu'Alina ne l'avait imaginé. Diane Foster, la directrice des RH, était assise en face d'eux avec une expression grave, presque clinique. Je vais être direct. Une relation entre le propriétaire de l'hôtel et une employée crée de sérieuses préoccupations. Question de responsabilité, potentiel favoritisme, problème de morale au travail. Il n'y a aucune politique contre les relations sur le lieu de travail, dit Christopher froidement. Officiellement, non. Mais nous devons aborder cela correctement. Diane regarda Alina avec une sympathie calculée. Mademoiselle Carter, vous sentez-vous pressurisée ou contrainte de quelque manière que ce soit? Non, dit immédiatement Alina. Christopher n'a jamais utilisé sa position de manière inappropriée. Tout ce qui s'est passé entre nous est entièrement mutuel. Cela se peut, mais la perception est ce qui compte. Des membres du personnel expriment déjà des inquiétudes concernant un traitement préférentiel. Je n'ai reçu aucun traitement spécial, protesta Alina. Vraiment? Diane sortit un dossier mince, mais significatif. On vous a confié les comptes clients premium il y a 2 semaines. Vous avez reçu une augmentation significative la semaine dernière. Vous avez été déplacé vers le projet de coordination de l'étage exécutif. Le visage d'Alina devint pâle. Elle se tourna vers Christopher. Vous avez fait ces choses. Vous les méritiez toutes, dit-il fermement. Vos évaluations de performance étaient exceptionnelles. Les augmentations étaient prévues avant même que nous nous rencontrions. L'affectation au projet était basée sur le mérite. Mais maintenant, tout le monde va penser que c'est parce que nous sommes ensemble. Alina sentit les larmes monter. Ils ne croiront jamais que j'ai gagné quoi que ce soit. L'optique est problématique, convint Diane.
Je ne suggère pas que vous mettiez fin à votre relation. C'est votre choix personnel, mais nous devons établir des limites claires et envisager une éventuelle réaffectation pour éviter toute apparence de favoritisme. Réaffectation? La voix de Christopher devint glaciale. Absolument pas, monsieur Bennett. C'est la solution la plus éthique pour minimiser les conflits. Il se leva brusquement, dominant la pièce. Non. Voici ce qui va se passer. Alina Carter est l'une des meilleures employées de cet hôtel. Chaque reconnaissance qu'elle a reçue a été gagnée grâce à son travail exceptionnel. Je ne permettrai pas que sa carrière soit compromise parce que nous sommes en couple. Christopher. Commença Alina, mais il leva la main. Je suis amoureux d'elle. Les mots résonnèrent dans le bureau silencieux, audacieux et définitifs. Je suis amoureux d'Alina Carter, et je ne vais plus le cacher. Si cela met les gens mal à l'aise, c'est leur problème, pas le nôtre. Elle reste à son poste. Elle garde ses affectations, et quiconque a un problème avec notre relation peut venir me le dire directement. Diane soupira, acceptant la défaite tactique. Très bien. Mais je documente cette conversation, et vous devez tous deux signer des formulaires de reconnaissance concernant les politiques de relations sur le lieu de travail. Alors qu'il quittait le bureau, Alina attrapa le bras de Christopher. Vous n'aviez pas à faire ça. Si, j'y étais obligé. Il se tourna pour lui faire face, ses mains douces sur ses épaules. Je pensais ce que je disais. Je t'aime, Alina. Et j'en ai fini de me cacher. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Mais j'ai peur. N'aie pas peur. Il la serra contre lui, là, dans le couloir où tout le monde pouvait les voir. Nous ferons face ensemble. Je te promets que personne ne te fera sentir inférieur à la femme incroyable que tu es. Pas tant que je serai là. Et quand il l'embrassa, lentement, tendrement et plein de promesses, Alina le crut. Les semaines suivantes mirent Alina et Christopher à l'épreuve d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. Fidèle à sa parole, Christopher ne fit aucun effort pour masquer leur relation. Il s'arrêtait ouvertement au bureau du concierge, lui apportait du café pendant son service et l'emmenait déjeuner au restaurant de l'hôtel, à la vue de tous. Au début, l'attention était accablante. Certains membres du personnel étaient favorables. Maria et plusieurs autres femmes de ménage devinrent les plus féroces défenseuses d'Alina, faisant taire les ragots desquels les entendaient. Le chef cuisinier, Roberto, commença à envoyer des desserts spéciaux à son poste avec des notes disant « Pour notre concierge préféré, ne laissez pas les haineux vous atteindre ». Jessica vint à l'hôtel juste pour donner son approbation de meilleur ami à Christopher, qu'il passa apparemment haut la main. Mais d'autres étaient moins aimables. Quelques réceptionnistes commencèrent à lui donner l'épaule froide, chuchotant quand elle passait. Un des sous-directeurs fit un commentaire mesquin sur le fait de coucher pour réussir à portée de voix d'Alina. Le commentaire remonta à Christopher en quelques heures. Alina arriva au travail le lendemain matin pour découvrir que le sous-directeur avait été transféré vers une autre propriété Bennett à travers le pays. Le message de Christopher était clair, manque de respect à Alina et il y aurait des conséquences irrévocables. Tu ne peux pas continuer à faire ça, lui dit Alina dans son bureau cet après-midi-là, même si secrètement, elle était touchée par son côté protecteur. Tu ne peux pas punir tous ceux qui disent quelque chose de méchant à propos de nous. Sa mâchoire se serra de cette manière têtue qu'elle apprenait à connaître, signifiant qu'il ne bougerait pas. Je ne tolérerai pas que quiconque te sape ou te mette mal à l'aise sur ton propre lieu de travail. Les gens ont besoin de voir que je suis bonne dans mon travail indépendamment de toi. Ils le verront, parce que tu le es. Il la tira contre lui, pressant un baiser sur son front. Mais cela ne signifie pas que je doive les laisser te manquer de respect en attendant. Alina prouva sa valeur de la manière la plus inattendue possible. C'était un vendredi après-midi, début novembre, quand tout tourna mal en même temps. Un désastre de plomberie au 3e étage déplaça 30 clients. Une fête de mariage de 200 personnes arriva en avance et leur salle de bal n'était pas prête. Le système informatique s'écrasa, effaçant la moitié des réservations. Et pour couronner le tout, un éminent critique gastronomique se présenta à l'improviste pour le dîner. L'hôtel sombra dans un chaos contrôlé, une panique sous-jacente. Christopher était en réunion d'urgence avec la maintenance. Le coordinateur d'événements était au bord des larmes. La réception était submergée par des clients en colère exigeant des réponses. Alina regarda la crise se dérouler autour d'elle et prit une décision, elle prit les commandes avec un calme sidérant.
Elle coordonna avec le service d'étage pour préparer des chambres au 4e étage pour les clients déplacés, escortant personnellement chaque famille et offrant le service en chambre gratuit pour compenser l'inconvénient. Elle fit jouer ses relations avec un hôtel-boutique voisin pour loger les clients excédentaires, s'assurant qu'ils recevaient le même niveau de service Bennett. Elle galvanisa le personnel de la réception, créant un système pour suivre manuellement les réservations jusqu'à ce que les ordinateurs soient remis en ligne. Pour la fête de mariage, elle transforma un problème en opportunité. Elle organisa du champagne au spa pour la mariée et ses invités pendant qu'elles attendaient, transforma le retard en un cocktail étendu avec des amuse-gueules premium, et supervisa personnellement chaque détail pour s'assurer que la réception se déroula sans accroc. Et lorsque le critique gastronomique s'installa au restaurant, Alina s'assura que Roberto en fut informé, briefa les serveurs et veilla à ce que le critique reçoive la meilleure expérience possible. Au moment où Christopher émergea de sa réunion 6 heures plus tard, la crise était résolue. Les clients étaient installés et heureux. Le mariage était un triomphe, la mariée publiant déjà des critiques élogieuses sur les réseaux sociaux. Le système informatique était restauré, et le critique gastronomique était parti avec un sourire, promettant un avis positif. Christopher trouva Alina à son bureau de concierge, épuisée mais satisfaite, gérant un appel d'un client reconnaissant. Quand elle raccrocha, il la regarda simplement, stupéfait. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Mon travail, dit-elle simplement. »« Alina, je viens de recevoir des appels de 3 chefs de département différents me disant que vous avez, à vous seul, sauvé la journée d'un désastre complet. Le coordinateur de mariage a dit que vous étiez une faiseuse de miracles. Roberto veut nommer un plat en votre honneur. » Elle sourit, fatiguée. « J'ai juste fait ce qui devait être fait. » Il contourna le bureau et la tira dans ses bras, sans se soucier de qui regardait. « Tu es incroyable. Tu sais ça ? Absolument incroyable. » Cette nuit-là, après la fin de son service, Christopher l'emmena sur le jardin sur le toit, un espace habituellement réservé aux événements privés. Il avait été transformé avec des guirlandes lumineuses et des bougies, une table dressée pour 2 surplombant la ville étincelante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Alina, même si son cœur s'emballait déjà. « Une célébration de toi, de nous, du fait que tout le monde dans cet immeuble sait maintenant sans l'ombre d'un doute que tu n'es pas avec moi pour mon argent ou ma position. Tu es avec moi parce que nous nous appartenons. » Ils dînèrent sous les étoiles, parlant et riant, le stress de la journée se dissipant dans l'air frais. Lorsque le dessert arriva, Alina remarqua quelque chose qui brillait au sommet de la mousse au chocolat, un anneau précieux. Elle leva les yeux et trouva Christopher agenouillé à côté de sa chaise, les lumières de la ville créant une auréole derrière lui. « Alina Carter » commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Il y a 6 semaines, tu as laissé ton téléphone sur haut-parleur et accidentellement dit à ta meilleure amie que tu me trouvais une tentation ambulante, avec des mains que tu voulais sentir sur ta peau. La meilleure confession accidentelle que j'ai jamais entendue. » Elle rit à travers les larmes qui coulaient déjà. « Tu as bouleversé mon monde de la meilleure façon possible. Tu me fais rire. Tu me défies. Tu me donnes envie d'être meilleur. Aujourd'hui, te regarder gérer cette crise avec grâce, compétence et un cœur pur, je suis retombé amoureux de toi. » Il prit l'anneau du dessert, essuyant un peu de chocolat. « Je ne veux pas passer un autre jour sans toi comme partenaire dans tous les sens du terme. Veux-tu m'épouser ? » Oui. Le mot lui échappa avant même qu'il ne termine la question. Oui. Absolument. Oui. Il glissa la bague à son doigt, une magnifique émeraude entourée de diamants, et l'embrassa tandis que la ville scintillait sous eux. Quand ils se séparèrent finalement, Alina pleurait et riait en même temps. « Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. » Il essuya ses larmes avec ses pouces. « Ma parfaite, capable, extraordinaire Alina. » Ils se marièrent 4 mois plus tard dans la grande salle de bal de l'hôtel, le même espace où Alina avait sauvé ce mariage chaotique. Tout le personnel était invité, et même les personnes qui avaient été sceptiques quant à leur relation se rallièrent lorsqu'elles virent à quel point Christopher et Alina se rendaient heureux mutuellement. Jessica était le témoin d'honneur, bien sûr, et fit un discours hilarant sur la façon dont sa meilleure amie avait accidentellement laissé un téléphone sur haut-parleur et trouvé le grand amour. La salle éclata de rires et d'applaudissements. Roberto créa un menu spécial pour la réception. Maria et le personnel de ménage décorèrent avec des fleurs qu'elles avaient choisies elles-mêmes. Même Diane des RH était là, souriante et admettant que parfois les romances sur le lieu de travail fonctionnaient parfaitement. Alors qu'Alina et Christopher partageaient leur première danse,
elle repensa au chemin parcouru depuis ce jour mortifiant dans le salon du personnel. Comment un moment d'embarras s'était transformé en le plus grand amour de sa vie. « À quoi penses-tu » murmura Christopher dans ses cheveux. « Je suis contente d'avoir oublié d'éteindre le haut-parleur. » Il rit, le son vibrant dans sa poitrine. Le meilleur dysfonctionnement technique de l'histoire. Et toi? Des regrets d'avoir écouté cette conversation? Mon seul regret, dit-il, se penchant en arrière pour la regarder dans les yeux, c'est de ne pas l'avoir enregistrée. J'adorerais la jouer à nos fêtes d'anniversaire. Tentation ambulante. Mâchoire qui pourrait couper du verre. Main que tu voulais sentir sur ta peau. Alina enfouit son visage brûlant dans son épaule. Tu ne vas jamais me laisser oublier ça, n'est-ce pas? Jamais, promit-il, embrassant le sommet de sa tête. C'est mon histoire préférée. Le jour où la femme que j'aime a dit la vérité sans savoir que j'écoutais. Et j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose de réel et d'éternel. 1 an plus tard, Christopher aida Alina à ouvrir son propre hôtel-boutique, une petite propriété de luxe qu'elle nomma la Carter House. Il était son partenaire et son investisseur principal, mais tout le monde savait que c'était sa vision, son cœur, son rêve qui prenait vie. L'hôtel remporta rapidement des prix pour le service et le design, prouvant à tous qu'Alina Carter était bien plus que l'épouse du milliardaire. Elle était une force créatrice, et son ambition, validée, continuait de briller. Et Elena's réputation dans l'industrie, désormais reconnue comme une force motrice incontournable, s'est établie solidement, uniquement par son mérite et son talent aiguisé. Leur vie commune fut bénie par l'arrivée de 2 enfants, Grace, une fille à l'esprit vif, et Thomas, un fils espiègle. Tous 2 ont grandi avec l'odeur familière des draps fraîchement lavés et le murmure constant de l'agitation des grands hôtels. Dès qu'ils ont pu aligner 2 mots, ils parcouraient joyeusement les vastes halls, des ambassadeurs miniatures dont le charme désarmant était déjà un atout pour l'entreprise familiale en pleine expansion, saluant les clients avec une aisance déconcertante. Chaque année, sans jamais y manquer, pour célébrer l'anniversaire de leur rencontre et de leur union, Christopher perpétuait un rituel cher, il ressortait l'enregistrement qu'il avait secrètement capturé sur son téléphone, ce jour mémorable dans le salon du personnel. La voix d'Elena s'y déployait, décrivant le « beau spécimen » qu'il était avec une précision et un luxe de détails si embarrassant qu'il la faisait rougir encore des années après. Pendant qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte, le cœur battant, captivé, il était tombé éperdument amoureux de cette franchise involontaire. Lorsqu'il diffusait la bande, elle protestait à voix haute, les joues enflammées par la honte amusée, menaçant à chaque fois, mais sans jamais le faire, d'effacer ce témoignage sonore. Alors, il la serrait contre lui, riant doucement, et lui rappelait que c'était précisément l'instant où le fil de leurs existences avait basculé, le véritable point de départ de leur histoire d'amour. Car, voyez-vous, les plus belles histoires d'amour s'amorcent souvent ainsi, par des confessions faites par accident, des vérités entendues malgré soi, une gêne palpable qui se transforme en fou rire libérateur, et par le courage d'accorder une chance à celui ou celle qui vous perçoit pour exactement qui vous êtes, sans masque ni artifice. Il arrive que la tentation incarnée, cette silhouette à la mâchoire ciselée capable de fendre le verre, se révèle être l'amour de votre vie à condition d'avoir la bravoure de répondre « oui » lorsqu'il vous demande de dîner. Il faut aussi être suffisamment honnête pour affronter les épreuves main dans la main, et incroyablement chanceux de dénicher l'âme sœur qui chérit votre vérité la plus brute et la plus sincère, celle que vous ne pensiez jamais révéler. Alina et Christopher Bennett vécurent heureux pour toujours, réalisant ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, résolument modernes. Leur épopée romantique, qui avait débuté par un téléphone maladroitement laissé en mode haut-parleur dans un bureau exigu, se poursuivit avec passion et tendresse jusqu'à la fin de leurs jours. C'est la preuve éclatante que les plus beaux cadeaux de l'existence se manifestent souvent là où on les attend le moins, surgissant de la manière la plus délicieusement embarrassante qui soit. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de le partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes et significatives. My flag sings vipers to the sky. Melodies flows gentle and free, carrying dreams across the sea.
every note a piece of me, forever here in harmony. My flood sings vipers to the sky. Melodies flows gentle and free, carrying dreams across the sea. In every note a piece of me, forever here in harmony. Music lives inside my heart. Music lives inside my heart.